Ah, peut-être. Ça va mieux? Tu retrouves tes petits? Vas-y, je pense que tu peux te réasseoir. Bon. Tout fonctionne alors. C'est le problème, c'est ce soir quand je vais découvrir ce qu'il y a sur la pellicule. Ce n'est pas une pellicule d'ailleurs. Bon, c'est encore de l'expérience comme ça. Ouais, ras-le-bol de gens d'expérience. Ouais, ouais. Bon, ben écoute, moi je suis beaucoup plus loquace sur les accidents du travail. J'en ai eu beaucoup, dans le 5e, principalement le BTP. Mais j'en ai une quinzaine, une vingtaine que je peux raconter, tu vois. Ah ouais. Toi, tu me racontes des accidents il y a 30 ans, 40 ans, de Champs-sur-Marne, de la Marne. Oui. J'allais dire Champs-sur-Marne. T'en as eu aussi de Rungis. Voilà. Je te donne un exemple d'un accident du travail qui m'avait beaucoup surpris. Donc c'était dans la fameuse journée qu'on n'a fait qu'une fois dans la... Enfin, Ramasser 3 jours d'accident. voilà. Et donc c'était un vendeur de burgers. Et donc c'était sur la... Alors il avait écrit sur la déclaration d'accident du travail, brûlure. Bon. Alors je me dis, bah, il s'est brûlé, Oui, sur, ça arrive, il s'est brûlé sur le piano, enfin bon, bref. Et puis en fait, pas du tout, c'était tout autre chose, c'était les friteuses qui giclaient. Il avait été bousculé, il avait fait tomber la panière de frites et c'est parti. tout est parti. Et donc, eh ben, il était brûlé sur le visage et sur le torse. Oui, c'était pas une petite brûlure. Et c'était pas une petite brûlure comme ça. Bon. Et j'avais une difficulté, et j'ai toujours pas résolu, si tu peux me la résoudre. Je pouvais pas faire une mise en demeure sur les friteuses. Sur les friteuses. Parce que c'est de l'électroménager, enfin c'est considéré... hors champ. Hors champ. De la gestion machine, oui, c'est possible. Oui. Et je me suis retrouvé dans la même situation avec des fours à vapeur, des véhicules. Oui, parce qu'ils pouvaient être hors champ. Ils sont hors champ, mise en demeure. Et je n'ai jamais su détourner, contourner sur ce genre de choses, quoi. Alors, il me semble que sur le grand distributeur de burgers, là, je lui avais mis une mise en demeure, mais je pense qu'elle était illégale. Et j'étais assez surpris d'ailleurs, parce qu'il ne l'a jamais suivi. Alors, l'idée, c'était prendre des friteuses automatiques, tu sais, où tu as une grille au-dessus du bain d'huile. Donc tu poses ta panière sur le bain d'huile, tu appuies sur le bouton, ça descend et ça remonte automatiquement. Et si tu fais tomber quelque chose dedans, alors, tu ne peux pas faire tomber la panière dedans, c'est une première chose. Et puis il m'avait raconté un autre accident qu'ils avaient eu, c'est que avec cette même friteuse, il y avait un mec qui avait fait tomber ses lunettes dans la friteuse, et la première chose qu'il a fait, par réflexe, c'est de se brûler au 3e degré en allant chercher... Voilà, donc j'avais découvert d'autres accidents racontés à propos de la même friteuse. Bon, alors, comment on fait quand on est avec ce genre d'équipements qui ne sont pas des équipements de travail? Oui, pas au sens juridique. Oui, juridique. Comment on fait, quoi? Bon, c'est des équipements de travail quand même, ils ne sont pas dans la catégorie de ce qui est pris en compte sur le champ d'application de nouvelle génération, on va dire. Ouais. Voilà. Donc évidemment, ce restaurant avait 600 autres restaurants sur la France. Ah oui, c'est intéressant. Ouais. Et leur demander de changer leur friteuse. Oui, c'était pas rien. C'était pas rien, sauf que je ne pouvais pas les demander sur les 600 restaurants. Ah, je comprends. Et alors peut-être que l'inspecteur du siège social aurait pu se le permettre d'ailleurs. Oui, certains ont fait du boulot un peu là-dessus. Quand j'ai quitté dans les dernières années, tu avais un collègue qui avait un siège d'un, je ne sais plus lequel, un réparateur automobile, tu sais, les Noroto et autres Speedy, je ne sais plus lequel.
et qui avait travaillé beaucoup le siège sur les histoires d'aspiration des fumées dans les garages. Alors, il avait bien travaillé, mais il fallait aussi avoir l'outil juridique pour pouvoir leur dire ça c'est obligatoire, avant d'arriver, dans ton voiture, ça vous coûtera plus cher, ça vous fait pas. Voilà. Il avait mobilisé du monde autour de ça, mais il était plus fort que toi, parce que enfin, au stade où tu es là, parce que lui il avait des textes dont il pouvait se servir sur l'aspiration des poussières ou des gaz dans les ateliers. Toi, tu n'avais pas trop de textes, ou il aurait fallu d'avoir trouvé, tu vois, un texte un peu costaud, avant d'aller voir au siège, je dis écoutez, il y a un problème chez vous, c'est là, qui sont pas exactement. C'est pas toujours simple, la vie des artistes. Il faut être armé, il faut machin, il faut y aller. Et lui, enfin, il avait bien travaillé parce qu'il avait d'abord. Moi, d'abord, je prends toutes mes dispositions, je m'arme, tu vois. Et quand je sais ma puissance de feu, je vais voir. Et en fonction de ça, tu vois. Mais c'est vrai, moi, j'ai quitté le marché à ce moment-là. Pour t'expliquer un peu ce que je veux dire par. Pas le marché du travail, le marché de Rungis. Le marché de Rungis, le marché du gros. J'ai exécuté ma coupole d'industrie pendant quelques années. Vers la fin, avant que je quitte le marché, j'ai commencé à voir arriver des transpalettes électriques. Un vrai progrès. Il était un vrai progrès. Ah bah par rapport à tous ces mecs qui tiraient les transpalettes, tu sais, hydrauliques. Bref. Mais alors, de plus en plus, je voyais des gars, et alors c'est à Rungis, il y a des camions qui circulent, et des machins avec eux, et les mecs changent, vont d'un pavillon à l'autre, des fois avec des fruits et légumes, des machins, c'est surtout fruits et légumes. Et donc de plus en plus, je voyais des mecs monter la califourchon sur le chariot, et hop, y compris, j'en ai un qui est super avec son téléphone portable à la main, tu vois. Ouais. Bah, c'est super, et puis ça fait... Alors je comprenais en plus, parce que les types à qui on disait, tu prends la palette de légumes là, tu les emmènes au pavillon là-bas, il fallait qu'ils marchent 120, 150 mètres, comme ça ils mettaient là. Mais tu vois bien que ça posait aussi un certain nombre de problèmes quand ces mecs-là se retrouvaient sur la voie publique, avec des camions au cul, tranquillement là-dessus. Et donc j'ai commencé à me dire, mais comment je peux aborder ça? Comment je peux faire en sorte qu'ils fournissent peut-être des appareils qui sont des appareils électriques, c'est quand même trop bien, mais en même temps qui permettent en sécurité de transporter le verre. Bon, j'ai commencé à aller voir même amicalement les agences des vendeurs de matériel de transport de marchandises. Pour qu'ils me disent, oui, pour qu'ils me disent les modèles. Bah oui, ils me disent qu'est-ce que vous avez comme modèle, ça existe, ça va. Parce que je ne voulais pas dire aux employeurs c'est nul, c'est mauvais, voilà. Et qu'ils non, mais c'est pas possible, si, ça existe. Voilà. Un conducteur porté. Voilà, je voulais leur dire, mais tu veux, léger aussi, parce qu'il fallait qu'ils puissent rentrer dans les de Rungis. Ça ne pouvait pas être les gros trucs, tu sais, où le mec est porté dessus. Il fallait trouver le modèle qui était transpalette normal, mais qui avait quelque chose de sécurisé pour transporter quelqu'un momentanément. Et donc j'ai cherché, pour t'illustrer ça, tu vois, j'ai cherché, j'étais voir chez Fenwick, j'étais voir chez machin, pour dire aux gens, déjà, votre problème, non, ça existe, si, ça existe. Donc vous pouvez chercher. Ensuite, tu vois, quel texte j'avais pour attaquer le mec, pour m'arrêter le mec, et quand j'ai eu tout ça à peu près, j'ai quitté le marché. Parce que j'avais mesuré aussi le risque politique, entre guillemets. Je rentre là-dedans, je vais te dire, la levée de bouclier, bon, il fallait pas. Mais c'est-à-dire que voilà, moi je préparais toujours mes affaires, en me disant, bon, quelle est ma puissance de feu, si je puis dire juridique, comment je peux imposer ça? Est-ce que j'ai des alliés là-dedans ou pas? Et quand j'ai tout fait, j'ai fait ou je ne vais pas. Et ça, c'est vrai que les Speedy, machin, le gars avait très bien travaillé parce qu'il avait d'abord pris le temps, tu vois, de bien ramasser tout, pour pouvoir dire aux gens au siège, puis revenir au siège, puis revenir, dire, oui, et toi, ce que je vois dans ta friteuse, c'est un peu ça, c'est qu'en découvrant l'accident, t'as pas encore, enfin, t'as un domaine quand même compliqué pour trouver du texte là-dedans. Qui n'était pas facile non plus dans mon cas, parce que chez l'automoteur, il n'y avait pas non plus grand-chose là-dessus en réalité. Voilà, non, mais pour dire que oui, on est obligé de prendre 50 précautions. Et de chercher, il y a tout notre temps pour ça, bien sûr, c'est bien qu'on a tout notre temps pour aller prendre des heures, chercher des trucs, appeler la centrale. Mais comme ça, j'ai passé des heures une fois sur un accident, sur les GRV, les grands récipients en vrac, tu sais, des grands plastiques, des grands cubes de plastique où on met du liquide, de chimie, du machin, pour voir comment ça pouvait se manutentionner, comment ça se plantait. C'est une accident qu'on ne comprenait pas. J'ai passé des heures sur Internet et j'ai fini par comprendre ce qui s'est passé avec ça. Parce qu'on ne les prend pas de la même façon, bref.
Mais beaucoup de fois, c'était ça, c'était le temps, pour moi en tout cas, qu'il fallait mettre dans les choses pour dire, là, j'y vais, je suis bon, là, tu vois, je sais quoi répondre, je sais comment dire, je sais sûrement pas, je sais comment je peux forcer les gars ou pas. Parce qu'autrement, tu es arrivé sur un problème et tu voulais prendre un problème important, comme c'est des friteuses, tu vois, au sens large des choses, tu ne te rends pas compte devant toi ce que tu as fait. Surtout que sur les friteuses, ils te disaient, on fait 800 kilos par jour. Ah oui. Et la panière, elle fait 1 kilo. Donc tu t'imagines le trafic avec les friteuses. C'est toute une faisabilité au départ, oui. Ouais. Là, c'est les friteuses du 5e arrondissement. Moi, ça me fait penser à des McDo, des machins. Je viens comme ça, l'accident insoupçonnable. Dans un McDo. Insoupçonnable, tu veux dire qu'on ne pouvait pas prévoir le risque? Si, ils auraient pu, mais c'était vraiment trop bête. Mais un accident est toujours bête. C'est un McDo, oui, mais là, tu vas voir, c'est encore plus bête. Ah. Parce qu'il y avait tout ce qu'il faut, mais ils n'avaient pas pensé à un détail. T'as un McDo, et ils ont une réserve au sous-sol. Il y a un petit ascenseur, tu descends. Au sous-sol, il y a un gros congélateur, où il y a les frites, tout le bordel. T'as connu ça mieux que moi, je pense, avec ton 5e arrondissement, les McDo, les congélateurs, leur machin. Et t'as un jour un jeune qui descend, chez McDo, ils sont souvent jeunes, qui descend chercher des frites, des machins. Puis au bout de 3 quarts d'heure, on ne le voit pas arriver. On descend en bas. En fait, on le trouve, pour faire simple, on le trouve coincé à l'intérieur du congélateur. Ça faisait 3 quarts d'heure qu'il était là. Il n'arrivait pas à ouvrir. Alors, je fais l'enquête, je découpe. Le gars, il a une formation, il est montré, il a un machin. À l'intérieur du congélateur, j'ai une alarme. Je vérifie. Elle sonne. Et je ne comprends pas pourquoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'alarme, elle sonnait, mais pas assez fort pour qu'on entende dessus. Donc, quand on a installé l'alarme, il fallait penser à ce détail qu'elle était en dessous de l'alarme et pas à l'étage. Et donc, du coup, le gars est resté là-dedans, sonner l'alarme, pendant 3 quarts d'heure, avant qu'on entende quelque chose, qu'on vienne le chercher. Et il avait les mains complètement gercées, brûlées quasiment par le froid. Tu vois, les accidents bêtes, comme tu dis, toujours bêtes. Mais là, bon, t'imagines pas, quoi, enfin, que tu es au restaurant, au McDo du coin, ou je sais pas quoi du coin, et que tu te fasses mal comme ça, tu vas avoir les mains, l'autre brûlée, tu vois. Oui, ça me semble vraiment le b.a.-ba de la sécurité. Ou chez eux, oui. Mais si tu veux, tu sais, comme tu as en tête, comme tu dis voir aussi. Mais l'installateur, excuse-moi, mais l'installateur de l'alarme, c'est pas un malin non plus. Non, c'est pas un malin, c'est sûr. C'est sûr, c'est pas le malin, les mecs qui vont penser à ça. C'est des détails tout con. Mais un détail, mais c'est pas mal. Mais tu compares ça. Penser qu'une alarme peut ne pas s'entendre, oui. Faut être couillon quand même. Oui, oui. Ben, quand tu installes une alarme, la première chose qui te vient en tête, c'est qu'elle doit être entendue. Tu vas te poser la question, mais le fait, c'est que. Bon, ou je sais plus, peut-être plusieurs, je sais rien. Mais le fait, c'est que. C'est le truc. Mais si tu compares ça maintenant à ce que tu as en tête chaque fois, de visu, tu vois un type sur un échafaudage à 4, 5, 6 mètres de hauteur, son garde-cornière, et c'est plus évident, c'est plus machin. Le coup de l'Afrique. Ouais. Mais ça arrive, toujours pareil, ça arrive. Oh, l'autre fois, il y a un collègue, enfin un syndicaliste, qui me raconte un accident à Roissy, où les femmes de ménage pour nettoyer les avions arrivent en voiture, déposent la voiture en bas de l'escalier, oui. montent et nettoient, quoi. Oui. Et donc, elle ouvre la porte de sa camionnette, elle sort et elle se fait écraser par les camions les fameux camions de circulation, je ne sais lesquels, qui sont très spécifiques, et le camion de circulation ne l'a pas vu. Et c'est très réglementé là-bas, la circulation des aéroports. Oui, bah, la preuve que non, quoi. Ouais. Donc, j'ai eu ma collègue travailler sur Orly, je sais que c'est des trucs, c'est hyper machin, et pour autant, tu entends des choses comme ça. Ouais. Et le fameux accident où l'hôtesse va sortir, et l'escalier. Et le camion escalier se retire. Trop loin, ouais. Je me souviens de ça, ouais. Ça a été un peu le truc scandaleux, un peu. Mais, a raison, parce que, ouais.
Parce qu'il y avait un chauffeur et le chauffeur ne voit pas effectivement les gens qui vont aller sur l'escalier, qui sortent de l'avion et qui vont sur l'escalier, quoi. J'avais des entreprises, parce que n'était pas l'endroit. Mais ça, c'est aussi parce qu'ils ne mettent pas une deuxième personne. Hein. Oui, bah, il y a tous les enjeux qui sont autour de ça. Tu vois, et sinon, mais tu as, j'avais des entreprises de catering aérien, donc des gens qui fournissent les avions, et tu avais toujours une problématique de flotte d'intervention, si tu veux, sur ces camions, qui sont spécifiques, hein, avec des étages, et à chaque fois des difficultés pour que quelqu'un puisse sécuriser, de façon sécurisée, pour ces deux opérations. C'est pas un domaine simple, ça aussi. Mais ils avaient, en plus, j'ai vu des... Ouais, enfin, c'est pas un domaine simple. Non. Et en même temps, les chutes de hauteur, bon, ça fait un moment que ça fait un moment qu'on chute. Hein. Oui, c'est vrai. Le risque, il est franchement, connu quand même. C'est pas un nouveau produit cancérogène. La difficulté, c'est que tu as un accès à quelque chose qui est déjà donné. Tu sais, tu as l'avion qui est là, il a sa masse, sa forme, il a peut-être une forme bizarre. Donc, il est donné. Donc là, tu peux te planter parce que c'est pas tout à fait comme tu avais prévu ou que sais-je. Dans le bâtiment, je disais qu'ils avaient moins d'excuses parce que c'était eux qui fabriquaient. Et que donc en fabriquant, ils ne pouvaient pas avoir de surprise, à mettre la bonne installation, le bon garde-corps, le bon plaquage. Je trouvais que c'était plus compliqué comme domaine parce que ça évoluait, ton bâtiment. Et donc ce qui était vrai hier n'était plus vrai le lendemain quand on avait construit un mur supplémentaire. Mais qu'en même temps, du point de vue de la sécurité, c'était relativement plus simple. Parce que c'était toi qui construisais la chose. Donc tu pouvais construire la sécurité en même temps. Là, oui, quand l'avion arrive, sauf avec les effets de sous-traitance. Quoi. Oui, après, quand le monde devient le monde fou de la sous-traitance, en cassant des compagnies, c'est autre chose. Tu vas me dire que, par définition, quand tu construis, tu avais cette facilité, tu as d'autres difficultés, hein, mais tu as cette facilité que tu te fais construire tout. Donc quand tu mets le mur, il faut regarder. L'avion, il est donné. Si par hasard, celui-là, c'est un 747 Maxi qui a une aile un peu bizarre et qu'il faut que tu peux te planter, alors que pourtant tu as tout prévu. Quand même. Mais oui, puis il y a les facteurs humains aussi. Bah, tu dois être protégé malgré, oui, mais malgré ce que tu fais. Aussi. Les hommes aussi, c'est les hommes. Leurs préoccupations. Ça peut aussi arriver. Oui. Ça. Oui, et pour un autre point, moi qui me révolte, c'est les gratte-ciel, je ne sais plus comment on appelle ça maintenant. Les gratte-ciel tout en verre et le nettoyage des gratte-ciel, quoi. Bon, on n'a toujours pas résolu le problème. Non. Maintenant, ils te disent simplement, oh mais maintenant on a des matériaux en verre qu'on n'a pas besoin de nettoyer. C'est pas. Toujours les mecs avec la nacelle qui descendent. Voilà. Dans nos bureaux, c'était ça. Hein. Dans la dernière période. Tu étais en train de faire ton truc, puis tu les mecs avec la nacelle. Je ne me mettrai pas dans une nacelle. Ah bah, je veux dire que les mecs qui acceptent de faire ça, tu vois que les mecs ils ont besoin de se bouffer, hein, parce que... Mais la nacelle n'est pas le... Enfin, c'est un pis-aller quand même, hein. Oui, bien. Normalement, tu dois pouvoir ouvrir les ouvrants, oui. Les ouvrants de l'intérieur, et en sécurité. Il y en a... Mais ça coûte cher, un ouvrant. Dans mon bâtiment, il y avait des ouvrants, pas tous. Certains, pour l'accès pompier, tu vois, mais le reste était en tant que tel fermé. Tu ne pouvais pas les ouvrir. Mais ça, c'est pour des raisons d'économie. Oui, probablement. Bah, si tu es obligé de mettre des ouvrants à toutes les fenêtres... Et donc, du coup, il a construit en même temps le rail pour les nacelles. C'est un domaine, ça aussi. Et puis c'est pour 100 ans. Oui, au moins. Si le bâtiment tient. Bah, quelquefois, ils rénovent les façades. Si le bâtiment tient, oui. Mais c'est pour faire du verre et c'est de l'esthétique. Et c'est Oui. Évidemment, c'est bien différent que de mettre des huisseries, quoi. Absolument. Ou des... L'entretien des bâtiments, il pose des problèmes, bien sûr. Et les verrières. On peut peut-être revenir au 19e siècle avec du verre et du métal. Très rigolo. Bah écoute, on va voir ça sur Montparnasse et sur le 15e, là, tu sais, là, porte de Versailles, ils sont en train de construire un machin. Là.
Je suis pas très parisien ces dernières années, donc oui. Ah oui, mais enfin, ça. Moi, C'est pas la tour de Triangle, celle-là, on t'en parle beaucoup? Si. Ouais, ça, ouais. Si. C'est dans les journaux que je lis des trucs, c'est pas pour moi. La tour triangle avec qui n'est pas verticale, Oui. mais qui est en, je sais pas si on a dit en deux verres. Oui, C'est-à-dire la tour de Pise, quoi. Oui, mais du côté où ça penche. C'est-à-dire comment tu fais circuler ta nacelle du côté où ça penche. Tu peux pas. Peut-être avec une corde. Oui, bien sûr. Ce qu'ils appellent une queue de cochon Ouais. dans le métier. Tout ce qui était nacelle et échafaudage de... Ça, les échafaudages volants. Parce que ça existe. On mettait des queues ils appelaient ça des queues de cochon pour accrocher à la façade. Ouais, c'est ça. Et pour les peintres de façade, tout ce qui était... Ouais. Ah oui. Ouais. Mais ça, par contre, les plateformes élévatrices de personnes, s'il y a un truc que j'ai vu arriver et qui est un progrès indéniable, c'est ça. Je me souviens des débuts de quand je travaillais, les mecs, dans la construction métallique, les mecs à cheval sur les pannes là-haut du mètre, avec les nacelles, quand on sait les utiliser, c'était un sacré progrès ça. C'était un sacré progrès. Une des rares choses d'ailleurs que je trouve aussi positive que ça. Oui. L'électricité pour les chariots, les transpalettes, ça aussi c'est un sacré progrès. Mais avec les difficultés que je te disais, ça crée aussi une difficulté. Il y a deux, trois petites choses comme ça, je dis bien. Le temps n'est pas passé en vain, quoi. Il y a quand même des choses qui ont progressé. Oui, mais enfin, les livreurs là, du camion au magasin, tu as bien vu que c'était des transpalettes manuelles. C'était jamais des transpalettes électriques, très rarement. Ah, pas sur les miens. Les miens. J'aurais vendu ça dans le... À un moment, il y avait c'était une demande administrative, c'était des plans de prévention dans les entreprises qui avaient des risques professionnels parmi ceux qui étaient listés. Et j'ai laissé tomber l'égalité homme-femme à l'époque. Parce qu'à Rungis, il n'y avait pas beaucoup de femmes, que c'était un boulot spécifique, et c'est de vendre des emplois féminines et compagnie. Et j'ai pris ça à l'inverse en me disant, là, moi, j'avais du travail de nuit, j'avais de la manutention, et dans les plans d'équipe, donc j'avais 14 entreprises, je crois, parce qu'il y avait plus de 50. J'avais 14 entreprises sur le site qui remplissaient les conditions. J'ai pris mes 14 boîtes, une par une, et j'ai dit dans votre plan de prévention, vous mettez ça. Moi, je ne vais plus voir un camion avec 14 palettes, ils ont dit, d'accord, voilà. Et ils m'ont fait ça dans l'année. Ces boîtes-là dans Rungis, ça fait maintenant 12-13 ans, ça. Et il n'y en a plus une seule qui, depuis l'époque, qui ont, au bout d'un an ou deux, tu sais, je les ai mis un peu bon sous pression. Hein, mais moi, quand j'avais une liste comme ça de 14 mecs, je les oubliais pas, tu vois. Ils m'ont tous mis des transpalettes dans les camions, ça. Non, mais le boulot que c'était. Oui, c'est les mêmes, oui. effets dans son envers, hein, que tu le transpalette ou que tu les portes. Absolument. Oui, mais non, ça aussi c'est un progrès. Je te dis, après moi j'avais des problématiques spécifiques parce que sur Margis c'est une vraie ville, quoi, donc les gens circulent avec ça. Mais c'était un vrai progrès. Transporter des chats toute la journée, comme tu ton livreur avec ton camion, avec son rayon, et hop, et descend. Non, non. Sans compter ceux qui chargeaient, quand vous avez des gros entrepôts, on chargeait les camions. Oui, les kits de déchargement et tout. Absolument. Tu avais tout la liaison camion-quai compliquée, les mecs qui... Non, ça c'était des choses qui progressaient petit à petit peu. Oui. Non, on ne revient pas en arrière là-dessus, c'est bien. Oui, mais en même temps, il y a plus de TMS aujourd'hui. Il y a plus d'autres choses, oui, bien sûr. Oui, il y a d'autres choses qui naissent plus, qui se développent plus, oui, absolument. Ah ben, c'est quand même les... Alors, il y en a, à mon avis, plus... Il y en a plus qui sont reconnus par la Sécu, en maladie professionnelle. Oui. Et donc, d'un côté, tu as un progrès technique. Mais là, dans le nettoyage, chez les hospitaliers, etc., TMS de partout, quoi. Oui. L'opération répétitive, oui. Maladie professionnelle première, c'est les TMS. Ouais.
m'étonne pas. Alors c'est énorme les TMS. Hein. Enfin, c'est pas rien. C'est tout corps de métier, enfin, pas tout corps de métier, mais c'est des secteurs d'activité complets, quoi. Ah ouais. Et se des filières professionnelles complètes, hein, les gens. Ouais. Non, enfin, on ne peut pas dire que du négatif. Mais personne n'a dit qu'il y a des progrès d'un côté, mais si tu veux, par exemple, le fait d'avoir transformé les CHSCT en CSE, alors ça, c'est une catastrophe, ça. Oui, c'est une grosse bêtise. Enfin, ça dépend de quel point de vue on le voit. Bien sûr, oui, non. S'il y avait quelque chose qui avait été, pareil, j'allais dire marquant de l'époque que moi j'ai vécu, c'était ça, c'était l'instauration des CHSCT. Donc une institution dédiée à ça, seulement à ça. Et on est venu faire disparaître les CHSCT. À moi, on sentait qu'ils montaient en cadence, quoi, hein, qu'ils commençaient à produire des choses désagréables. Parce qu'il y avait des saisines de justice, il y avait des initiatives de CHSCT. Mais c'était un progrès, c'est une institution dédiée à ça. Et en plus, pour moi, c'était la moins compliquée à faire fonctionner parce que tu pouvais avoir un relatif consensus sur le principe même, tu vois, de la sécurité, de la santé des gens. Mais ouais. Après, sur l'aspect consensuel bête, après que tu obliges l'employeur à faire ou pas faire, c'est autre chose. Mais tout le monde pouvait dire facilement, oui, c'est vrai, c'est important. Personne ne pouvait te dire orientément, on s'en fout, etc. Même s'ils le faisaient après. Et non, ça c'est je pense que c'est une disparition très regrettable. C'est très regrettable. D'où l'idée de mon point de vue, parce que ça se voit sur la courbe des accidents du travail mortels. C'est une influence. Et bien on est passé de 550 à 638. Là, depuis 2017, on met de côté les 2 ans de Covid. C'est remonté. Quelle est l'explication? Pourquoi il y a... Attends, sérieusement, je te dis, il y a plus d'accidents mortels, hein, pourquoi, à ton avis? J'en sais rien, je ne vois pas l'explication particulière en tant que telle. Il faudrait, tu vois, mais je ne sais pas, les gens qui ont les chiffres, ils savent faire ça, par exemple, essayer de corréler pas seulement les mortels, mais les accidents en général, à la taille de l'entreprise. Et tu vois, si, je dis une bêtise, mais si tu sais corréler les deux, et que tu vois que la principale augmentation des accidents, c'est de plus de 50 salariés, pour faire ça, tu vas pouvoir commencer à te dire, peut-être que l'incidence de la disparition du CHSCT n'est pas si innocente que ça. Tu vois. Si tes actions sont uniformément réparties sur toutes les entreprises, tu en argumentes moins. Tu me comprends? Oui, mais j'ai peur qu'ils ne font des statistiques que les secteurs par secteur d'activité. Je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout comment. Oui, par branche. Mais tu vois, c'est. Oui, mais excuse-moi, les moins de 50, plus de 50, oui. Ça peut être des sous-traitants. Ou les plus. Oui, mais si tu veux, même un sous-traitant, je dis moins de 50 parce que c'est le critère habituel, mais tu pourrais prendre. L'idée, c'est d'avoir une entreprise dont on sait qu'il aurait dû avoir un CHSCT. Donc, tu veux prendre plus. Par exemple, si je me souviens bien, le critère entre le taux direct ou indirect, tu sais, pour les cotisations de sécurité sociale, c'est 300 salariés, je crois. Et en dessous, c'est un taux indirect, au-dessus, c'est un taux. Tu prends toutes les entreprises de plus de 300, tu vois, si là-dedans, il y a cette évolution des accidents. Et ça, tu peux corréler. Tu vois, il faut prendre les entreprises qui ont des CHSCT en principe. Et donc ton sous-traitant, s'il est assez gros pour avoir 50-60 salariés, il aurait dû avoir son CHSCT aussi. Après, la réalité est autre chose. Tu vois bien. Donc, si tu veux te dire, est-ce que, ce qui n'est pas forcément, est-ce que la disparition des CHSCT a pu influer sur une moindre prévention et sur donc un nombre d'accidents qui augmente, il faut corréler avec les entreprises qui ont un CHSCT, pas avec les autres. Tu vois. C'est compliqué à faire. Hein. Enfin, après, les gens qui ont les chiffres, enfin, tu sais, maintenant tu as des moyens, tu appuies sur le bouton, tu as tout sur tout ce que tu veux en statistique. Hein. Mais oui, c'est une perte. C'est une perte. Il y avait des bons, des très moins bons, des écrables, tout ce que tu veux. Mais ça existait, c'était intéressant. C'était intéressant du point de vue de ce qui nous intéresse. De faire progresser un peu, même la sensibilité même, aux problèmes de sécurité. Pour continuer sur les moins de 50, plus de 50. Avec toute la sous-traitance. Du BTP. Oui.
on va pas voir grand-chose. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, les accidents, on va les constater dans des petites entreprises, alors qu'ils auraient dû être ceux de la grande entreprise qui a exporté ses risques de sous-traitants. Oui, ça va tout en chiffres, oui, c'est vrai. Soit le plus gros, le secteur d'activité le plus accidentogène, c'est le BTP toujours. Oui, oui, c'est vrai. Oui. Donc le critère du chiffre n'est pas aussi pertinent que je le pensais, oui, c'est vrai. Tu peux faire, c'est fait pour ça souvent, pour laisser à l'extérieur des risques. Hein. Tu sous-traites de risque. Entre autres choses, voilà. Donc c'est vrai que c'était sous-traitants sont des petites entreprises merdiques qui ont l'accident, qui ont dû arriver à un ouvrier de la société dans leur ordre. Oui, oui. On va louper beaucoup de choses. Oui. En plus, sur cet angle-là, oui. Et je te donnerai le dernier rapport. Ouais. Tu regarderas, il est un peu long, de la CNAM. Ils n'ont aucune explication. Voilà, il y a des analytiques, non, il n'y a pas d'explication, ça n'a pas de corrélation précise entre une chose et... Ah non, mais même, il ne parle même pas du CSE. Hein. Mais il ne t'explique pas pourquoi il y a plus d'accidents mortels. Okay. Pourquoi il y a moins d'accidents. On passe de 600 000 à 500 000. Hein. En 3 à 4 ans. Okay. Tu dis, bon, et les accidents mortels sont de plus en plus nombreux. C'est la gravité qui augmente, pas la fréquence. Ben non. Selon les chiffres, quoi. Ben, ça ne tient pas debout. D'autant plus qu'en même temps, les salariés sont secourus plus rapidement, puisqu'il y a des téléphones, puisqu'il y a des ambulances, il y a des hélicoptères, et ils sont mieux soignés, puisqu'il y a les IRM, les comas artificiels, les scanners pour les soigner. Tu as un progrès médical sur les 30 dernières années énorme, qui n'est pas dû à l'employeur, hein, qui est dû au système hospitalier, totalement indépendant. C'est quand même, comment c'est, enfin, plus 100 accidents mortels, et c'est pas plus d'accidents de trajet, par exemple. Hein. Les accidents de trajet, c'est toujours 90-100. Ça ne bouge pas, ça. Et c'est très curieux, quand même, que la CNAM ne s'interroge pas sur le sujet. Alors, ils sont interrogés et ils ne trouvent pas toutes les explications, ou ils ne s'interrogent pas du tout. Ce sont deux choses différentes. Mais pourquoi ils ne trouvent pas les explications? Peut-être que c'est pas trouvable. Attends. Pourquoi il y a plus d'accidents mortels? Oui. Il n'y a pas d'explication. Peut-être qu'il n'y en a pas, enfin, pas avec les chiffres qu'ils ont, je ne sais rien. Je veux dire. Mais tu ne penses pas qu'ils devraient chercher un petit peu? La CNAM, oui. Ils ont des outils statistiques monstrueux quand même. Je pense qu'ils ont eux un tas de données. Je t'ai parlé de la liste de éléments contrôleurs de prévention. C'est une question politique. Je ne sais pas si c'est une question politique, mais ils ont fatalement un tas de chiffres qui peuvent croiser dans tous les sens. Enfin, je m'imagine, c'est malin, tout ce que tu peux faire. Après, ils te révèlent quelque chose, ou ils ne te révèlent rien. Ils te révèlent quelque chose qu'on n'a pas envie de discuter ou de dire. Mais donc c'est une question politique alors. Ah, oui, s'ils révèlent quelque chose et qu'ils n'ont pas envie de le dire, oui, ça devient une décision politique, si tu veux. Mais au stade où je suis moi, si tu veux, avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, je ne peux pas affirmer l'un ou l'autre, si tu veux. Je dis qu'il y a plusieurs hypothèses. Hein. Et effectivement, il peut arriver que tu n'aies pas une explication pour un phénomène donné, si c'est sur des grandes masses, etc. Mais au sens statistique du terme. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont trouver une explication? Quoi? Ça va être les gens sont plus négligents? Non, mais ils n'ont pas plus d'accidents, ils se tuent plus. C'est ça. Ils ont même moins d'accidents. Hein? Ils te disent même pas. Ils te disent même pas qu'on est passé de 600 000 à 500 000 accidents. Oui. Ils te disent même pas. Ah ben c'est parce qu'il n'y a pas de déclaration. Mais ils ne peuvent pas l'affirmer peut-être. Donc ils pensent qu'il y a moins d'accidents. Les accidents sont plus graves. Il y a plus d'accidents mortels. Oui. Et c'est quoi la contradiction là? Ce que tu as dit, c'est statistique, si je comprends bien, c'est que le taux de fréquence baisserait, mais que c'est le taux de gravité, c'est des morts. Mais, hein. Bon, il n'y a pas de différence entre être mort ou pas mort. Ou handicapé à vie. Oui, d'accord. Il y a peu de différence entre la mort et l'accident grave, pour faire ça. Oui, en tant que temps. C'est étant,
Je dis, tu joues sur des chiffres de 600, 700, 800 accidents mortels. Tu ajoutes ce que tu veux après. Tu en avais 550 avant. En termes de frontières, oui, tu as eu 1300 avant, enfin, il y a quelques années. Mais tu prends ça et tu mets ça à l'aune de 600 000 accidents. 600 000. Ouais, tu es en train de jouer sur 600, 800, 900 000. Sur 600 000. Tu vois, statistiquement, comment, tu vois, en prenant le chiffre, tu vois que tu as une toute petite donnée numérique pour qu'elle fasse beaucoup de poids et de signification sur un ensemble de 600 000. Donc statistiquement, c'est compliqué de dire c'est forcément ça. Après, tu peux aller dépasser la statistique et te dire qu'est-ce qui peut expliquer que les choses deviennent plus graves, parce qu'elles arrivent, voilà, en moyenne plus graves. C'est la faute à pas de chance. Oui, tu peux te dire ça, tu peux te dire c'est les patrons qui sont devenus plus négligents, tu peux te dire que c'est les équipements qui sont plus dangereux. Alors, en plus, je veux dire que les contrôles sont moins nombreux. Peut-être, oui, peut-être. Ça, c'est sûr. Alors, ce qui est curieux, je veux dire, c'est que d'une certaine façon, je ne suis pas sûr, je dis, je ne vais pas me le dernier chiffre, mais je les devine presque, ils n'ont pas dû bouleverser la hiérarchie des risques. C'est-à-dire, en haut, le bâtiment, le transport, tu vois, voilà. Et donc, si tu veux, l'accidentalité que tu observes là, hein, enfin que la crème observe là, en l'occurrence, là, c'est la sécurité sociale, elle n'est pas fondamentalement très différente par branche de ce qu'elle pouvait être auparavant. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes secteurs qui sont les plus risqués, entre guillemets. Le bâtiment en premier. Ça n'a pas les jours beaucoup changé, ça. Donc tu vois, si tu fais ça, si tu fais une hypothèse, pareil, parmi 1000 hypothèses possibles, imagine, c'est plus le bâtiment qui est le premier secteur en termes de risque, c'est les hôpitaux. Tu peux te dire, l'augmentation, c'est peut-être ça. Ça, on n'en sait rien, puisque c'est de l'hospitalier, donc c'est du public, donc il n'y a pas de Oui, non mais, l'hospitalier c'est privé. Les hôpitaux privés, la santé en général, tu vois. Mais je dis, pour dire, c'est une bêtise, mais pour faire comprendre la mécanique, c'est, oui, dans ce cas, tu peux dire, peut-être que si c'est la santé qui est désormais devant le bâtiment, c'est peut-être que sur le moment de la santé, ça a augmenté mes marges parce qu'il y a tel risque nouveau qu'on n'a pas vu, tu n'as même pas ça comme indicateur, si tu veux. Enfin, je ne pense pas que tu as un indicateur de ce type-là dans tes séries statistiques. Tu vas toujours avoir le bâtiment en haut, puis après les transports, et puis après, je ne sais plus, les métallurgiques. Donc, si tu regardes même en termes de risque, tu vas te dire le bâtiment qui était le secteur qui bouffait le plus, les transports, il y a peut-être même moins de salariés qu'il y avait auparavant. Donc, même ça peut pas expliquer toujours. Donc c'est compliqué, enfin, c'est compliqué de trouver, de dire 600, 700, 800 morts. Hein, et ce qui est à côté, hein, qui est à la limite de la mortalité, ça signifie exactement ça par rapport à l'année précédente, par rapport à il y a 10 ans. Enfin, c'est compliqué, je pense, comme schéma. Peut-être qu'ils ont de quoi expliquer, ouais, on n'a pas envie de le dire, oui, c'est possible. Moi, je pense que politiquement, la CNAM est tenue par le patronat, oui. Et le patronat veut fermer sa gueule là-dessus, oui, parce qu'il est le principal responsable. Oui, c'est une hypothèse, oui, qui n'est pas invraisemblable, oui, qui n'est pas invraisemblable. Il n'y a pas envie de... Bon, ça étant, il me semble que la branche accident du travail était la seule branche à peu près... bah oui, il n'y a plus d'accident. Il n'y a plus d'accident. Il y a pas de cause à effet. Il y a de cause à effet. Il n'y a plus d'accident. Donc ça roule, ma poule. Ah ouais. Quand même envisager de baisser les cotisations. Ah ben non, parce qu'il le transfère, tu sais, sur l'assurance maladie. Ouais. Ah, c'est ça la combine. C'est peut-être un peu dommage aussi, parce que je me souviens que pas mal de collègues ne connaissaient pas cette fameuse circulaire, on l'appelle toujours la circulaire Berry-Gowood, sur la remontée d'un rapport systématique dans le mois qui suivait l'accident. Parce que je pense qu'il y a aussi une partie des choses qu'on dominerait nous à la place de la sécurité sociale, parce qu'on aurait notre donnée ministère, si tu veux, en tant que tel. Quand une partie loupée aussi, parce qu'on ne le faisait pas systématiquement, tu vois. Et qu'une partie de l'information qui peut expliquer peut-être des choses, parce que par exemple, imagine que tes rapports qui montrent sur l'accident mortel ou grave parlent de risques un peu bizarres qu'on connaît mal. Tu commences à avoir un début d'explication peut-être sur l'évolution des choses. C'est pas au contraire de risques habituels. Moi, je pense qu'il y a plus de risques nouveaux dans les maladies professionnelles que dans les accidents. Oui, enfin, oui. Je pense que l'évolution au long terme était plus à la réduction de l'accident au sens classique du terme, et à l'augmentation par contre des choses différées, des cochoncetés, des choses qu'on avait mal fait, qu'on avait mal digéré. Oui.
des choses qu'on découvre dans 20 ans, les gens commenceront à être malades dans 20 ans. Bon. Oui, plus souvent que ce qu'on avait à une autre époque, je pense, où le premier risque qui tombait sur la figure, c'était la presse dans la métallurgie, ou le garde-corps des bâtiments. Oui. Tu te rends compte qu'ils ont mis en place une stat sur les suicides depuis 4 ans. 4 ans. Maintenant, oui, depuis 4 ans, tu t'imagines le temps qu'ils ont mis. Et ils répercutent, alors donc c'est 2021, 22, 23, Ouais, 24, ouais. 38 suicides, 40 suicides, 40 suicides. Mais Oui. ça veut dire que la CNAM aurait reconnu que 40 suicides? Comme Ou accident. que les CEPAM, comme liés au travail? Comme au travail, voilà. Ah, non, non, non. Non, c'est dans l'accident, c'est pas dans... Oui, c'est dans l'accident. Un accident. Non, mais... Oui, j'ai pas un peu. Et ils n'ont rien à commenter là-dessus? Il faut revoir les outils statistiques. Ça veut dire qu'en fait, globalement, il y a 38 mecs qui se sont tués, qui se sont suicidés dans une boîte. Pas dans une boîte, dans beaucoup de boîtes. Dans une des 1 800 000 boîtes. Si c'était une entreprise, voilà. Si c'était une seule boîte, Oui. avec 38 mecs, on Bah appelle ça, c'est France Télécom et... Télécom. Ça, c'est France on aurait la Télécom. solution. Non, non, mais oui, oui, je comprends. Non, dans beaucoup d'entreprises, un nombre très important. Ouais. Oh, écoute. Le travail fait plus recette, alors. Il faut plus travailler. Ouais. Il faut avoir plus d'accidents. Et c'est peut-être aussi... souvent, le nombre d'accidents, là aussi mis en relation avec le nombre d'heures travaillées. Oui, bien sûr. Quand on fabrique un taux de fréquence, on le fait comme ça. Donc, c'est pas forcément... Oui. Mais par exemple, je ne crois pas qu'ils aient de stats sur est-ce qu'il y a plus d'accidents la nuit. Par exemple, oui, je comprends. Qui ne distinguent pas selon l'horaire. Ah oui. Si c'est pas fait, c'est un tort. Enfin, moi, j'imagine toujours, parce que je vois la puissance de la technique informatique, maintenant, hein, j'imagine toujours qu'on peut avoir tous les chiffres qu'on veut, qu'on peut faire quasiment tout aujourd'hui avec des bécanes. Mais j'ai du mal à m'imaginer qu'effectivement, la crème ne s'intéresserait pas, je connais pas assez de même, à distinguer, par exemple, la nuit, tu vois, accident arrivé entre 21h et 6h pour voir si ça a une influence ou pas. Sur un secteur d'activité donné, par exemple, on travaille beaucoup la nuit ou pas, tu vois, pour te mettre. Oui, ça fait partie presque d'une catégorie en tant que telle. Oui. Moi, j'ai beaucoup vu la nuit à cause de Rungis. Bon, c'est travaillé la nuit. Je pense que oui, c'est une catégorie à part presque de l'accident, de la façon de travailler, des risques sur la santé, etc. C'est la nuit. Oui, tu ne pouvais pas comparer avec le jour. Non. Sur Rungis. Non. La crème peut le faire, justement. On va essayer de voir. Oui, mais tu étais sur des métiers très spécifiques quand même. Voilà. Oui, détecter. A fortiori, si on arrive à détecter que c'est tel type de métier, tel type de machin, tel type de choses. Et je me souviens toujours que tu avais toujours une ambiance particulière, même des usines. Tu arrivais de les visiter la nuit. Mais tu sentais que tu n'es plus dans la même ambiance. Je me souviens d'ateliers où tu rentrais, tu avais l'équipe de nuit qui travaillait, en haut tu avais les bureaux de la maîtrise qui étaient éteints. Tu sais, habituellement, il fallait l'atelier et tout. Il n'y a plus personne, c'est la nuit. Et les mecs, ils commencent à t'expliquer clairement. Là, il y a un problème, c'est l'inspecteur à cause de ça. T'es tendu presque, tu vois, parce qu'il n'y a pas les chefs, sont pas là. Et une ambiance qui est très très différente. Et en même temps, des risques sont très très différents aussi, parce que tu n'as plus la même attention. Parce qu'à 3h du matin, tu as beau être un homme, donc à 3h du matin, qu'est-ce qui se passe dans ton corps, tu vois. Et donc, c'était vraiment très spécifique. Donc, qu'on ne fasse pas attention à ça comme terme comme élément de connaissance du travail, des conditions de travail, des risques que prennent les gens, je trouve ça idiot. C'est idiot. Enfin, mais je suis tellement persuadé que, c'est pas intéressant. comme les employeurs qui tiennent la Sécu quand même, veulent faire travailler les salariés la nuit, C'est possible. On était à 1,5 million, on est à 3 millions de gens qui travaillent la nuit maintenant. Sans les services publics. Yes, c'est possible. On cache, on ne dit rien. Tu penses qu'on ne veut pas en parler parce qu'on a des pudeurs. Ben, c'est pas des pudeurs. Non, je plaisante quand je dis ça. Oui. Attends. C'est un silence volontaire. On
cache les choses. C'est l'invisibilisation complète, quoi. Parce qu'on vous cache, oui. Oui, oui. Je suis mal intentionné, peut-être. Alors, on ne peut pas exclure les choses, mais moi, dans mon domaine, enfin, ailleurs, non, c'était l'usine, c'est des choses un peu différentes, mais dans le domaine de Rungis, c'est particulier parce que ça a toujours été de la nuit. Tu vois, je sais pas, et presque ça les sauve d'une certaine façon, parce que je me souviens d'études faites par les médecins du travail et du marché sur le sommeil des gens. Et leur conclusion était sans appel là-dessus, c'est qu'ils disaient ils sont un peu sauvés par le fait que c'est régulier leur travail de nuit. Parce que les gens qui ont un travail irrégulier, voilà, bah, sur la santé, sur ton sommeil, et eux, ils étaient presque sauvés par la régularité du travail de nuit chez eux. Mais pourquoi ils ne travaillent pas de jour? Et parce que poisson, ça sent pas terrible la journée. Non, attends. Alors, non, mais tiens, commençons la discussion maintenant sur ça. Alors, on va mettre le poisson de côté, hein, et on prendra tout le reste, et on prend la majorité, c'est-à-dire 95% du marché. Pourquoi ils ne travaillent pas de jour? Parce que d'habitude, ils font comme ça, je pense. Non, mais... Non, il y a une logique de l'organisation, c'est qu'en fait, il faut que tout soit prêt au petit matin. Il y a un tas de gens qui bossent au petit matin. Non, mais... Si, c'est vrai. Il y a un tas de gens qui bossent au petit matin. Et donc... Pourquoi tu ne viendrais pas bosser, c'est-à-dire chercher tes marchandises à Rungis dans la journée? Pourquoi? Tu rentres en magasin dans la journée. Non. Ah bah tiens. Non. Tu rentres en magasin. Chez les petits détaillants, c'est ça. Tu Non, rentres en mais magasin. attends, c'est pas les petits détaillants, ils vont pas à Rungis. Si. C'est plus eux que les gros. Tu sais, les gros Bon. sont des grosses plateformes. Hein. D'accord. Ouais. Donc, le petit détaillant. Les cantines. Alors, non mais... Les cantines, tu commences à faire ton petit menu à 8h du matin. Non mais Donc, attends. les ingrédients sont là. Non mais me dis pas qu'ils ont des produits frais dans les cantines. Bah, si. Mais pas frais du matin. Mais Oh. si. Mais si. Non, T'as non. un jour de livraison. Non mais je veux dire que tu dois venir si tu veux pour démarrer. Je dis n'importe quoi. Tu dois démarrer. Un jour de livraison, pas une nuit de livraison. Non, mais je veux dire un jour de la semaine. Je veux dire que par exemple, le mardi matin ou le lundi matin, tu démarres ta semaine. Le lundi matin, quand tu commences à travailler, si tu peux, toi, tu commences à couper tes légumes à 8h du matin, pour qu'à midi, quand les gens arrivent, tout ça, toi, à 8h du matin, il faut que tu aies tes produits. Dans ce cas, pour que tu aies tes produits à 8h du matin, il faut qu'il y ait un mec qui se lève à 5h pour mettre dans le camion. Enfin, une partie de la logique, elle est là. Tu comprends? C'est pas pour le plaisir. C'est pas, on n'est pas, si tu veux, dans des calculs industriels. Tu sais, ma machine, je veux qu'elle fonctionne 24 heures. Oui, là, je mets le jour, la nuit, je peux pour les faire fonctionner. Là, non. C'est parce que ça suit le mode d'organisation de la société. Donc, c'est bête, parce qu'on aimerait bien que tout le monde... tu peux aller chercher les marchandises qui arrivent au magasin à 18h... Tu peux aller chercher tes livraisons pour 18h et pas à 5h du matin. Tu vas à 18h, mais à 18h, tu n'as plus de clients. Donc tu vas les vendre à qui tes marchandises? Comment il n'y a plus de clients à 18h? Tu arrives à toute la région parisienne finit son boulot à 18h. Ça, c'est des fous. C'est ça qui est devenu fou. C'est que les magasins sont obligés de s'ouvrir à 21h maintenant. Ça a posé. Les magasins, les contentieux parisiens sur les Champs-Élysées, pour le soir. Non, mais moi je suis pas pour le travail de nuit. Mais ça, c'est pas le fonctionnement du marché de gros par rapport aux choses pas périssables. C'est le fonctionnement de l'industriel du tertiaire, je veux dire, tu vois, comme tes grandes enseignes de distribution, etc., qui font ce calcul densifié, tu vois, le temps de téléphone des machines, pas pour les gens. Enfin, je vais te prendre le parallèle avec les abattoirs, oui. Qui travaillent le jour, la nuit, oui. Le samedi, la chaîne le dimanche. 24 heures sur 24. Voilà. C'est ça la logique. 7 jours sur 7. C'est là les condamnables, bon. celle-là. Mais il n'y a aucune obligation de travailler techniquement la nuit, non? C'est une question d'économie. Oui, mais non, c'est une question aussi d'organisation. Tu pourrais dire, on livre les poulets le matin et on les tue dans la journée. Non, mais il s'agit d'en tuer 24 heures sur 24. Parce que plus tu tues de poulets, moins ta machine est chère. Oui. Et moins chère, hein. Voilà. Donc c'est ça, ce calcul-là, oui. Parce que c'est pas un calcul technique, ça. C'est un calcul purement économique. Hein. C'est que je veux être plus rentable encore, je veux être plus bénéficiaire. Donc j'utilise mes machines le plus possible. Mais ce que je t'explique, c'est que c'est pas un calcul économique, c'est un calcul technique, qui vaut ce qu'il vaut. Mais techniquement, si tu veux que tes marchandises soient sur l'étal au moment du marché, etc.,
il faut que ce soit fait au petit matin. L'heure du laitier, comme on dit. Alors, tu en as certains, c'est complètement la nuit. Tu vois bien que sur les marchés, c'est parce qu'il vient d'arriver de Rungis. C'est ce qui est arrivé il y a une semaine ou deux. Pas toujours. Oh, si c'est ton jour de livraison, si c'est ton jour de livraison, c'est arrivé. Eh bien, ton jour de livraison, pas ta nuit de livraison. Tu vas au marché, le mec du marché, le détaillant. Le détaillant à Rungis, c'est 5-6 heures du mat. Oui. Parce qu'il ouvre son magasin à 8 heures, il a marchandise. Une fois par semaine. Oui, ou 2 fois par semaine, selon le cas. Voilà. Travaille... Donc il pourrait aller chercher ses livraisons. Quand j'étais jeune, je travaillais chez un détaillant pendant mes études, le week-end, les vacances, etc. C'est de la volaille que je faisais. Une fois, je m'emmenais à Rungis, j'avais 17 ans. Donc, je me souviens comment ça fonctionnait, tout ça. Et c'est ça, c'est pas... Tu sais, il avait pu se passer de se lever à 5 h du matin, mais s'il va dans sa boutique avec sa marchandise, il faut qu'il aille à 4-5 h du matin faire ses achats. Et pour que les achats puissent être faits à 4-5 h du matin, il faut que les mecs aient mis leur état à 2 h, 3 h. C'est pas un calcul économique, ça, si tu veux. C'est l'organisation de la société qui est celle-là. Excuse-moi, je pense que la livraison au magasin peut se faire à toute heure de la journée, du jour. Et la vente entre celui qui vient en gros amener son matos à 21 h et qui le vend jusqu'à 5 h du matin, il pourrait le faire tout à fait dans la journée. Il y a des choses que tu peux faire mais il y a des choses non. Lesquelles? Les poissons. Non, les poissons, je parle des poissons parce que les poissons aussi, ils ont une problématique de logistique qui est plus facile à résoudre aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tous les camions sont réfrigérés. Il y a une époque où c'est plus compliqué de transporter des poissons à la journée. C'est plus réfrigéré. Mais si tu veux, dans la logique sociale en tant que telle, non, parce que si tu veux, je te dis, tu vas pas arriver avec le camion à Paris avec des problèmes de circulation à 15 heures. Tu me parles encore d'autre chose, là. Non, mais vas-y, ça correspond à une organisation sociale, parce que si tu veux, c'était le plus simple d'arriver au matin avec la marchandise, d'arriver dans sa boutique, pour te faire livrer en tant que tel, pour démarrer ta journée. À la fraîche et compagnie. Bah oui. Quand c'était en plein Paris. Ah. Eh bien, ça se faisait la nuit aussi. Oui, mais les livraisons, elles arrivaient par le train d'Arpajon, ou elles arrivaient par le train de Boulogne pour le poisson, etc. Et autrement par charrette. Oui. Ou par bagnole. Oui. Bon. Et c'est là, ça faisait beaucoup la nuit, parce qu'il n'y avait pas de réfrigéré. Et il n'y avait pas de réfrigéré. Non. Donc aujourd'hui, avec le réfrigéré, tu pourrais faire tout le jour. Oui, il y a des problèmes techniques qu'on peut résoudre, mais à l'époque, on ne pouvait pas résoudre. Et les encombrements de Paris, si tu es sur le mine de, je sais pas où, moi, de Lille ou je ne sais quoi, tu n'as pas les mêmes encombrements. Oh, les marchés de gros de province, il y en a 22, si je me souviens bien. Ils sont de jour. Oui, mais ils n'ont rien à voir avec Rungis. Ah, le plus gros, à l'époque où je travaillais, donc il y a quelques années maintenant, le plus gros en France, c'est, je crois, Toulouse de mémoire, qui devait faire 350-400 salariés. À Rungis, c'est 12 000. Tu vois, c'est pour dire ça, non, c'est vraiment... Attends, j'ai bien compris que c'est vraiment c'est pour alimenter toute la région parisienne. Oui, c'est vraiment le truc, oui, c'est le méga truc, enfin... Et tu sais, c'est une telle masse que je te dis, et puis, comme c'est surtout beaucoup de proximité, c'est beaucoup de détaillants, c'est beaucoup de cantines scolaires, c'est beaucoup de cantines d'entreprise. Et tout ça, si tu veux, c'est genre... Tout ça, c'est congelé et en voiture. Ah, écoute, si tu veux bouffer à ta cantine, ton cuisinier ne reçoit pas la marchandise à midi. Il faut qu'il ait reçu à 8 h du matin. Non, il faut qu'il ait reçu dans la semaine. Un jour donné, pour toute la semaine. Bah, comme il le fait tous les jours. C'est-à-dire qu'il n'a pas des livraisons tous les jours. Non, en général, 2 ou 3 fois par semaine, des fois. Oui, elles ne sont pas à 8 h du matin, elles sont à 14 h. Il faudrait que tu leur en parles, au gars du mine. Ah bah... Non mais, tu vois, c'est... Non, mais je raisonne en termes d'organisation du travail et en termes de pourquoi ils travaillent la nuit, alors que le travail de nuit nuit à la santé. C'est clair. Eux, c'est une organisation. Moi, je fais une très grosse différence. Après, je sais que tu peux discuter ou pas, mais tu vois... une très grosse différence avec le calcul économique. Où là, c'est vraiment un pur calcul économique. C'est pas, j'ai pas obligé de... Bon, mes machines, plutôt qu'elles soient arrêtées 8 heures sur 24, elles fonctionnent. Et donc chaque unité est moins chère en machine
que si je l'arrête la machine pendant 8 heures par jour, que sais-je. Et ça, à une époque, ça avait été un gros, ça n'a pas beaucoup marché, je pense, mais un gros cri de gens plutôt libéraux, disant, mais oui, réduire la durée du travail, mais augmenter le temps de machine. Donc, oui, c'était une façon de récupérer la plateau du perte. Mais c'est ça, tes abattoirs 24 heures sur 24, ton usine qui fonctionne 24 sur 24, mais c'est un calcul industriel, quoi, tu vois. Et bientôt ton magasin de grande enseigne qui va être là 24 heures sur 24 pour tes cartes attardées à 22 heures. Mais ça, c'est du calcul économique. C'est pas de. Autrefois, quand les magasins étaient fermés le dimanche, tout le monde faisait ses courses pour autant. T'as vu pour les boulangers, là, le 1er mai, ouais. Bon. Mais je pense que c'est de l'entrisme, c'est-à-dire qu'ils parlent des boulangers, parce que c'est un des plus évidents, en disant oui, peut-être que tous les jours, oui, mais c'est le point d'entrée pour le reste. C'est que pour que le 1er mai devienne un jour férié comme les autres, après, et encore, tu vois. Un jour non férié, tu vois. Oui, oui. C'est le dernier qui reste. Hein. Dans ma dernière période de travail, j'ai mis des PV au 1er mai, en me disant, c'est un des derniers qui reste, parce que tout est tombé, enfin, c'était congé, jour férié, et là, c'est le truc, le dernier qui reste, le dernier verrou de jour où on chôme, machin, sauf exception. C'est payé 12, c'est un travail. Là, non, c'est... Et je pense qu'il va, oui, il va tomber, enfin c'est la vie, hein, c'est l'évolution. Il va tomber. Et commencer à parler des boulangers, des fleuristes, c'est commencer à parler des gens pour lesquels c'est le moins évident de ne pas travailler, quoi. Mais après, tous les autres viendront. J'imaginais les collègues hier en train de flanquer les pubs à tous les boulangers qui étaient ouverts. À mon avis, il n'y a pas eu grand-chose. Non. Moi, je viens d'un des derniers 1er mai que j'ai fait. J'ai été aligné à une entreprise de la grande distribution qui venait de s'installer dans une zone de commerce et qui voulait ouvrir le 1er mai. Et il y avait un concurrent à côté qui lui fermait systématiquement le 1er mai. Donc l'autre, il va dire, les mecs, je ne comprends pas beaucoup. Et je me souviens que je vais pour verbaliser l'entreprise de la grande distribution. Et en circulant dans la zone, je vois un chantier. Je ne te dis pas le 1er mai que j'ai fait. Alors, le chantier était plus important encore. J'ai trouvé du travail dissimulé, des gens en pointant des PSI, et puis les Portugais, bref, le bordel complet avec le 1er mai. C'était rigolo, c'était un 1er mai fructueux, on va dire. Mais c'est vrai que oui, c'est un combat. Enfin, le combat sur le 1er mai lui-même, pour moi, il est perdu d'avance, comme on a perdu le combat du dimanche à l'époque. Des tournées qu'on faisait dans les zones commerciales le dimanche, PV, je sais pas. C'était plus forte que nous. Et donc voilà, le 1er mai finira par tomber. J'espère que nous vivrons tous les deux assez vieux. Tu verras. Ma prédiction. Bah nous, c'est le 1er mai tous les jours. Hein. Ma prédiction. On est chanceux, nous. Férié et chômé tous les jours. Oui. Et payé. Et payé, absolument. Ben ça va se terminer aussi. Des congés. Moi, je dis toujours, le type qui a inventé ça, tu vois, de dire on va inventer un truc, on va payer les salariés à ne rien faire. Le mec qui a inventé ça, comme quelqu'un. J'admire quand même tu fais cette idée. Oui, ben c'est... Je crois que c'est dans les mines. Il y a très En longtemps. 1800... Des vulgaires socialistes, des gens comme ça. Ils ont obtenu ça dans les mines. C'est créé l'idée de dire, quand même, dans l'air du temps, ça ne devait pas être terrible, ça veut dire aux gens, on peut les gens pour ne rien faire. Pour se reposer. Pour se reposer. De leur dur métier. Voilà. Bon, on va s'arrêter. Yes. Est-ce que tu veux disserter sur l'inspecteur facilitateur? Ça m'a bien fait rigoler. Ça fait rigoler. De vouloir de faire de ça une sorte d'institution, quoi, tu vois, de machin. Alors qu'il y en a un des cas où on aborde un peu ce qu'on a pu faire nous en section, tu sais, des fois. Tu vois, tu avais un problème local, parce que si c'était pas local, c'était pas la peine, tu n'avais pas la capacité là. Mais quand tu as quelque chose un peu local, où les gens te connaissent un peu, machin, paf, tu peux rentrer dans le jeu, puis voilà, servir un petit peu, parce que ça sera biboche d'une façon ou d'une autre, tu vois. Mais bon, c'est de l'officieux, tu vois, c'est de rendre service à tout le monde, bon, entre guillemets, enfin bref, c'est du service public.
et même pas obligatoire, parce que c'est pas dans les missions d'inspection du travail, hein, tu fais ça, parce que bon, hein. Et tu sais, quand tu es là-dedans, enfin moi je l'ai fait pas mal à une époque, c'est un vrai exercice, parce que tu n'es plus le gendarme, tu es plutôt un diplomate. L'arbitre. Voilà, il faut jouer de la diplomatie, des idées, être un peu inventif, choisir le bon mot. Oui, mais l'arbitre, non, vous dites, c'est bon, non, c'est les ramener à ce qu'eux fassent ce qu'ils ont à faire, parce qu'ils n'y arrivent pas tout seuls. Et je ne dis pas le nombre de choses qu'il faut inventer des fois pour s'en sortir, pour que machin. Et combien tu apprécies dans ces moments-là ton statut d'inspecteur du travail. Tu sais, tu te dis que tu es libre. Parce qu'il te sert, c'est clair. Il te sert bien. Je te peux donner un exemple ou deux où, quand on a su que quand tout le monde pouvait voir l'inspecteur du travail comme étant quelqu'un d'indépendant, ça facilitait beaucoup les choses pour arranger les choses. Mais non, mais autrement, en institution, non, oui, ça m'amusait un peu. Quand tu as fait une institution de facilitateur, de machin, ça, c'est, il y a le feu, t'es pas loin, on arrive à avoir confiance en toi, et puis tu arrives petit à petit peu, voilà. Et j'ai fait, tu vas te donner un exemple, si je ne te l'ai pas déjà dit, de ce que je racontais souvent pour dire que mon statut de type indépendant, c'était pas un luxe, mais que c'était un petit travail. Et c'est dans un de ces conflits-là. Il m'est arrivé d'être sur un des conflits que j'ai connus à l'époque, au bout de 5-6 semaines d'occupation. Les mecs occupés et tout, bien comme ils vont. Et au bout de 5-6 semaines d'occupation, machin, j'étais quasiment au bout d'une négociation, et non plus d'une simple discussion, d'une négociation qui devait permettre, voilà, qu'on termine le conflit, qu'on reparte sur la vie normale. Et on se trouve donc chez le préfet, c'était le directeur de cabinet de préfet qui était avec moi. Et voilà, on arrive à peu près à ça, augmentation de temps, machin, tout. Et arrive la question usuelle d'un protocole de fin de conflit, c'est les sanctions. L'employeur, c'est inadmissible, on a crevé des roues, on a occupé, si je demande des sanctions, je demanderai les syndicats, c'est impossible, pas de sanctions pendant une grève, on sait plus là-dessus, machin. Alors, on apprend qu'il y a 24 salariés qui veulent sanctionner. Et donc, on tente le coup, je travaillais beaucoup avec l'avocat de l'employeur, parce qu'il servait un peu d'intermédiaire pour leur faire passer des choses. Puis, suite un peu avec lui, j'ai dit, écoutez, je vais tâter du côté des syndicats, voir si un avertissement c'est acceptable, ça n'a pas de conséquences. Par définition, l'avertissement, c'est ce qui n'a pas de conséquences sur la vie du salarié. Le patron, ça lui fera plaisir, il va sanctionner. En tant ça, l'autre vient de voir les patrons, il dit non, ça passera pas, la CGT dit de toute façon, nous on veut pas, même pas un avertissement. Bref, on collait là-dessus, machin, tout ça. Et au bout de quelques heures, alors que tout était prêt pour le reste, je discute avec l'avocat de l'entreprise dans un coin de couloir de la préfecture, pour suspension, et je lui dis, mais c'est quand même curieux parce que vous avez, dans les 24 personnes que l'employeur souhaite licencier, parce qu'il disait, je veux les licencier, ou je vais licencier, il y a 22 protégés. Alors j'ai dit 22 sur 24, les deux autres, vous pouvez les oublier. Et l'autre me dit, mais je crois savoir que l'inspection du travail autorise rarement les licenciements de salariés protégés quand vous avez grève. On dit, je ne vous cache pas que... Bref, de fil en aiguille, on a battu le truc. Et on a laissé le préfet lui-même, il est descendu de son bureau, présenter le truc, on dit voilà, tout est arrangé, on s'arrête comme ça. Pour ce qui est des sanctions, il y a 22 salariés que l'entreprise soit licenciée, c'est bien ça, 22, pas 24. 22, bon. Ben, les cas seront soumis à l'inspecteur du travail, c'est un magistrat indépendant, le préfet. Il agit comme un magistrat indépendant, et c'est lui qui prend la décision. La CGT regarde l'inspecteur, la CGT regarde l'inspecteur, le patron regarde l'inspecteur, oui, c'est très bien. Et je dis que ça ne serait jamais passé comme ça si je n'avais pas pu dire, ce qu'a dit le préfet, je suis un type indépendant. Parce que les syndicats m'ont regardé en disant, mais qu'est-ce qu'il va décider, le préfet va lui donner l'ordre ou le patron. Non, ça m'a servi comme outil de travail que les gens me voient, je suis un type indépendant. Voilà. Et c'est moi qui vais, en conscience et pour des bonnes raisons, prendre la bonne décision. Ce n'est pas fait comme ça.
Et je donne ça souvent comme exemple parce que je me dis, si j'avais pas eu la stature que j'avais comme inspecteur d'État à ce moment-là, on ne serait pas sorti comme ça. Et il n'a jamais demandé les licenciements? Si. Si. Il m'a demandé les 22 licenciements. Je me souviens que je me suis amusé. Je me dit, bah, je vais faire comme si, parce que c'est aussi une façon de mettre les gens un peu devant les difficultés et la réalité. J'ai convoqué 2 équipes de football, 11 et 11. Je les ai pris en faisant attention à ne pas tout mélanger, mettre les gens un peu porteurs et pas porteurs. Et j'aurais dit, voilà, j'ai une demande d'autorisation de licenciement de votre employeur. Je ne vous cache pas que c'est emmerdant, qu'il faut pas. J'aurais expliqué très sincèrement ce que ça voulait dire, quels étaient les risques juridiques, la réalité, etc. Et j'aurais dit tout aussi bien que ma décision elle serait prise dans les jours prochains. Et, voilà. Et j'ai appelé l'employeur et je lui ai dit, vous savez, j'ai fait l'enquête contradictoire, donc venez me voir. Est-ce que c'est vraiment utile? Je lui ai dit que vous veniez me voir et qu'on s'en explique, que je prenne une décision. Il m'a dit, c'est vraiment utile qu'on prenne une décision explicite. Donc j'ai laissé passer le délai de 4 mois. À l'époque, c'est le rêve, 4 mois. Et puis il n'y a pas eu une décision explicite de rejet. Voilà. Donc tout le monde était content. J'avais fait la leçon au syndiqué. Le patron n'avait pas eu son autorisation. Tout ça. Et pendant ces 4 mois, la vie a repris. Et voilà. Mais je suis persuadé, enfin, je vois toujours tous les gens autour de la salle regarder le type qui devait prendre la décision. Et je dis, si ce jour-là, je n'avais pas été, voilà, c'est comme un magistrat indépendant, il prend la décision. Voilà, je ne vais pas le savoir, je ne vais pas le savoir. Et bien, c'est comme ça que ça s'est terminé, le conflit. Alors ça, c'est vieux aussi. Ça, c'est vieux aussi. 1992, 91. Autre sujet, 2e livre. Alors ça, celui-là, ça. C'est extraordinaire. Donc c'est les libertés des salariés dans les entreprises. Yes. Et donc c'est écrit par d'éminents juristes. Alors, à une époque où Strullion n'était pas encore directeur général du travail. Voilà. Parce qu'on parle encore de lui à la Cour de cassation. Donc montre le livre. 10. Montre-le comme ça. Pardon. Voilà. Voilà. Pouvoir du chef d'entreprise et liberté du salarié. Et quand je lis ce livre, je vois peu de liberté. Très peu de liberté. Alors ils les mettent un petit peu en avant, alors je ne me rappelle plus exactement ce qu'ils mettent en avant, mais je ne suis même pas sûr qu'ils parlent de lien de subordination dans le livre, quoi. Si ils en parlent un peu, enfin, c'est évidemment... C'est terrible comme livre. Il n'y a pas une... J'ai pas lu, j'ai parlé, j'ai lu, je sais pas s'il faut faire un peu... Et puis il est un peu indigeste par moment, parce qu'il est un peu, justement fait sous forme d'encyclopédie, quoi. C'est pas un livre à thèse, voilà, je sais où je vais, machin. Donc chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, dans tous les sens, pour les chefs d'entreprise sur le terrain social, sur le terrain économique, etc. Mais c'est vrai que tout est pesé à l'aune de l'équilibre entre vous avez la liberté sous contrainte de mes pouvoirs. C'est plutôt que l'inverse. Il parle de salarié citoyen ou citoyen